Comment on fait pour rendre la prospection fun? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une méthode spécifique pour les freelances dans l'IT basée sur la logique et non l'émotionnel. Donc let's go. Alors aujourd'hui, regarde déjà le dernier message de prospection que tu as envoyé, regarde-le bien parce qu'il y a de bonnes chances que ça soit un truc dans le genre là où tu présentes ton profil, tu mets un peu ton expérience et tu poses une question pour savoir est-ce que je peux être utile dans ton entreprise. C'est très bien, mais le problème c'est que c'est le genre de message que ta cible reçoit d'une quinzaine d'autres freelances tous les semaines et elle y répond pas. Et le problème c'est pas que la prospection est mauvaise, le problème c'est que tu prospectes à l'instinct dans un domaine où tu devrais utiliser les mêmes outils que ceux que tu utilises dans ton métier. Donc tu devrais prospecter avec logique, avec un arbre de décision et un raisonnement où tu raisonnes vraiment état par état en fonction du prospect. Donc quand tu passes tes jours à te modéliser des problèmes complexes, à identifier des dépendances et à trouver des chemins optimaux, pourquoi est-ce que tu fais différemment quand tu vas chercher tes clients qui vont te payer et qui vont te filer des missions? Tu envoies et tu espères. Au lieu de passer par la logique, tu vas aller sur le ressenti et t'espères que quelque chose va aboutir, je sais pas comment, mais t'espères juste que ça va marcher. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que moi j'aurais bien aimé avoir vu que j'étais développeur avant, et je vais te dire comment j'ai construit ça comme vraiment un système, donc pas juste une série de messages où t'envoies et t'attends. Donc on va commencer déjà par expliquer qu'est-ce que tu vends déjà. C'est très important parce que si tu sais pas ce que tu vends, quand je dis vendre au sens large, ça peut être une compétence, mais on verra que c'est pas le mieux par la suite. Mais on va voir ce que tu vends vraiment, puis ensuite on va construire une liste de personnes qualifiées là-dessus et appliquer un protocole de recherche avant de contacter les personnes et ensuite naviguer un arbre de décision qui va te dire comment est-ce qu'on va trouver un angle justement pour faire en sorte de pouvoir contacter n'importe quel prospect même quand il a l'air de faire la gueule et il est tout froid. Et on va finir sur les deux objections qui bloquent la majorité des freelances, c'est le silence, quand t'as pas de réponse tu fais quoi, et les objections. Donc on va aller vraiment, c'est une vidéo où on va vraiment aller dans le détail. Cette vidéo on va aller loin, on va expliquer vraiment avec de la logique pure, je vais donner des exemples concrets, je vais probablement faire un roleplay un développeur mobile pour cette vidéo, mais ça s'applique à n'importe quel autre métier de l'IT. Donc on va aller regarder ça, donc des exemples concrets, on va mettre en place le système que tu pourras utiliser pour prospecter toi-même cette semaine. Et ensuite, une fois que tu maîtrises ça, tu vas voir que justement c'est assez fun. Tu peux t'amuser en prospectant, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que tu arrêtes de subir et tu commences à jouer. Tu commences à jouer avec les propositions entrantes, tu joues avec tes prospects, tu joues avec tout le monde et tu vois que tout est bien. Et chaque conversation, ça devient un puzzle que tu vas résoudre. Chaque prospect, il a une série de questions et tu vas devoir trouver les réponses, c'est un peu comme un puzzle, donc let's go. Donc pourquoi la prospection dans l'IT, elle échoue? La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ton profil ou tes expériences. C'est juste tout simple, personne leur a appris à prospecter avec une méthode adaptée à eux-mêmes et pas juste des méthodes génériques. Donc pendant des années, leur valeur s'est vendue aussi via leur CV, via des plateformes, via des ESN. Donc en fait, ces gens-là ont toujours eu quelqu'un pour faire le travail à leur place. C'est-à-dire peu importe qu'ils soient en CDI freelance, la plupart du temps, grâce aux plateformes, grâce au CV, grâce aux intermédiaires, il y a toujours des gens qui font les choses à leur place et c'est ok. Mais tu peux aller beaucoup plus loin parce que justement, tu vas arriver dans ce problème que quand ton flux a du mal et que tu as déjà optimisé et que ça n'avance pas, tu vas te mettre à prospecter n'importe comment parce que tu sais que justement, tu dois avoir une mission extrêmement vite. Donc, tu vas arriver comme dans un problème sans aucune documentation. Tu vas y aller à l'instinct, tu vas essayer, et tu vas faire des erreurs et tu vas copier ce que tu vois les gens qui font en regardant 2-3 conseils sur LinkedIn. Et ça, c'est ce que je vois tout le temps chez la majorité des freelances que j'accompagne. Et ça, peu importe leur secteur, leur niveau technique ou leurs années d'expérience. C'est tout le temps les mêmes erreurs qui retombent. Le premier, c'est le message générique. Ça, tu le connais, tout le monde le connaît. Donc, tu ouvres LinkedIn, tu identifies 10 prospects, tu envoies 10 variations du même texte, tu changes juste le nom de la personne. Le problème, c'est pas comment tu te présentes. Le problème, c'est que tu te présentes de la même façon à tout le monde. Avec aucune façon, aucun angle pour adapter vraiment le problème à la personne. Donc, ta cible, elle le sent, elle sait que ça pue. Pourquoi ? Parce que t'es pas le premier à lui envoyer un message. Elle a déjà reçu ça plusieurs fois par semaine et elle connaît le format justement que tu vas lui envoyer en 2 secondes. Donc qu'est-ce qu'elle fait? 0 réponse. Et toi, t'interprètes ça comme un rejet personnel de tes compétences, de ce que tu es, de ce que tu fais. Alors que c'est juste, ils ont vu un truc, qu'ils ont vu 3000 fois, ils filtrent, ils répondent pas. La deuxième erreur, c'est l'abandon après un seul contact. Donc la personne ne répond pas, il n'est pas intéressé, tu passes au suivant. Et ça, c'est vraiment ce qui te coûte le plus cher. Pourquoi ? Parce que déjà, le nombre de prospects que tu vas avoir n'est pas infini. Et parce qu'un silence, c'est jamais un non. Un silence, c'est une absence d'attention. C'est juste, il
t'a pas répondu à toi, il a pas fait attention à toi, ça peut être un mauvais timing, ça peut être un message qui a pas trouvé la bonne accroche pour l'étudier. Et dis-toi que la plupart des ESN envoient genre, j'ai plus la stat en tête, mais de ce que j'avais discuté, c'était à peu près 17 relances avant de booker une mission. Et on va voir que les études sur les cycles de vente B2B montrent que la majorité des conversions, c'est entre le 4e et 8 points de contact. Alors que les freelances se demandent déjà s'ils font chier à envoyer une seule relance. C'est genre non, bien sûr que non. Tu laisses la majorité des gens impossible de taffer avec toi justement parce que tu t'auto-élimines avant même qu'ils te disent un non, quoi. Et le troisième, c'est l'absence totale de système. C'est quand tout se fait un peu par hasard, donc t'as une semaine où t'en as besoin, ta mission est finie, donc tu prospectes, et puis après tu prospectes plus, et puis après tu le fais encore, et c'est doublement destructeur. Pourquoi ? Parce que ça te crée une boucle infernale où pour toi la prospection c'est quelque chose que tu fais quand t'es sous pression et que tu vois ça comme quelque chose que t'aimes pas, ça va dégrader ensuite ta qualité des messages et ta capacité à négocier, parce que forcément ça se sent. Genre si t'as pas d'autre opportunité, tu peux pas aller bien négocier parce que toi-même derrière tu sais que t'es dans la merde et que tu dois prendre celle-là. Donc tu vas devenir un yes man, tu vas dire oui à tout le monde, tu vas pas challenger le prospect il le voit, il va pas te prendre. Et ensuite deuxièmement, un réseau, ça se construit pas en 3 secondes, c'est pas en prospectant 2 semaines dans l'année vite fait que tu vas te construire un vrai réseau de personnes qui vont te recommander et te proposer des missions. Et les contacts que tu as pris en période où toi tu es en période d'urgence, mais eux n'étaient pas en période d'urgence, ils n'ont pas le temps de mûrir en fait, parce que tu veux des choses instantanément, alors que la plupart du temps, leur besoin, c'est à toi de le construire. Et tout ça, ça naît de quel problème ? C'est simple, l'absence de la méthode, et c'est ce qu'on va corriger aujourd'hui étape par étape. Donc avant de commencer quoi que ce soit, on va regarder qu'il y a 4 niveaux en fait à ce que tu vends. Tu peux vendre ta façon de 4 façons différentes. Donc on va aller regarder ça. C'est avant même de regarder ce qui est technique, canal, timing, peu importe, on va aller regarder ça, c'est qu'est-ce que tu vends vraiment. C'est très bête, mais la réponse que tu as en tête, elle est probablement la mauvaise. Et cette réponse, elle va déterminer l'efficacité de tout ce que tu vas faire juste après, parce que c'est ça qui décide en fait comment tu vas te présenter, quelle langue tu vas utiliser, comment tu es perçu, et pourquoi quelqu'un te choisirait toi plutôt qu'un autre. Et tu as 4 niveaux de réponse à cette question, du moins efficace au plus efficace. Le premier niveau, c'est la compétence. Donc tu vends ce que tu sais faire. C'est ok, genre je suis développeur iOS depuis 10 ans sur Swift. C'est bien, mais c'est ce que tout le monde dit. Et le problème avec ce niveau-là, c'est que tu es dans un marché de comparaison pure. Pourquoi ? Parce que les problèmes que tu connais, le client connaît déjà les solutions. Il associe déjà ta solution aux solutions d'autres personnes. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se batailler avec lui. Parce que quand tout le monde a l'air d'être similaire et d'avoir la même valeur perçue, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rabattre sur le TJM. Et c'est une bataille, c'est une course vers le bas que tu ne pourras pas toujours gagner. Le deuxièmement, c'est de vendre un résultat. Donc tu vends plus ce que tu fais, tu vends ce que tu produis. Donc je développe des applis iOS qui sont en production, qui fonctionnent, voilà. C'est mieux, mais ça reste toujours pas ouf parce que c'est un résultat qui est général et qui va pas s'adapter à la personne à qui tu parles en fait. Et n'importe qui peut le revendiquer. Surtout en ce moment, on est dans la course à la surpromesse sur LinkedIn où les gens vont dire je te vends un SaaS en 3 heures, en 4 heures, en un jour, en une semaine, peu importe. Mais on veut pas faire une course vers le bas en termes de résultats. Tu te différencies un peu avec ça, mais tu restes dans la masse. Là, j'en vois extrêmement peu. À partir du niveau 3, j'en vois très peu sur LinkedIn et c'est là où ça devient intéressant. Premièrement, c'est de vendre une transformation. Donc tu vends le changement d'état, en fait, le changement d'état que tu vends chez ton client. Par exemple, j'aide les startups qui ont une idée validée à sortir leur première application iOS en production en moins de 3 mois sans dette technique qui expose 6 mois plus tard. Là, le client, il sait que tu lui parles à lui, tu lui parles d'un problème qui existe à lui, il voit qu'il y a son contexte, il voit son problème spécifique, il voit où il en est et il voit où il veut aller, il voit en fait le résultat, il peut palper ce qu'il veut atteindre. Donc la transformation, c'est beaucoup plus puissant, parce que déjà, le résultat est personnel à la personne qui la lit. C'est lui qui va voir avec tes outils et ta façon de faire, qui va pouvoir se dire « Ah ouais, putain, ça c'est bien, ça c'est ce que j'ai besoin pour moi. » Et là, c'est encore mieux. Donc, c'est de vendre une identité. C'est là où vraiment, une fois que tu as une identité bien rédigée de A à Z, la prospection, ça devient ultra simple. Parce que, on le verra après, tout est extrêmement logique, extrêmement simple. C'est au lieu de vendre une transformation, tu vends ce que le client et son entreprise devient avec toi sur la durée, que ce soit sur le côté perso et pro. Le CTO qui travaille avec toi, il se dit plus j'ai sorti une app, il se dit j'ai une façon de lancer des produits mobiles rapidement de manière fiable et grâce à ça, ça me permet de tester le marché, j'ai des retours beaucoup plus rapidement, le budget marketing il se débloque et moi ça me fait kiffer parce que j'ai vraiment l'impression d'être un vrai CTO qui progresse et qui a un produit vraiment stable. Et là tu passes de le changer de sa manière de faire
à ce qu'il resserre, sa manière de fonctionner, à sa manière d'être après ton intervention. Est-ce que tu es capable de changer la boîte avant et après ton intervention? Et pourquoi ça change tout la prospection? Parce que tu as besoin de définir deux choses avant d'envoyer le premier message. Le premier, c'est l'identité de ton prospect, donc avant que tu le contactes. C'est qui, qu'est-ce qu'il vit, c'est quoi qu'il subit, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi les solutions qu'il connaît, c'est quoi son niveau de conscience sur le problème, est-ce qu'il comprend le sujet sur lequel tu interviens. Et le freelance B, c'est qu'est-ce qui devient après avoir travaillé avec toi, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne pouvait pas faire avant, comment son quotidien a changé, est-ce qu'il est plus heureux, est-ce qu'il est plus épanoui, qu'est-ce que tu lui débloques concrètement. Et en fait, tout ton travail de la prospection jusqu'à la fin de ta mission va être la même chose, c'est comment je l'amène du passage A à B, comment je l'amène d'une identité A à B. Donc chaque message que tu envoies, chaque relance, chaque conversation, il a juste cet objectif. Et si tu n'as pas identifié une de ces deux identités, bah, tu construis sans aucun plan, parce que tu ne sais pas d'où tu viens ni d'où tu vas. Et il faut te dire, un prospect n'achète jamais une compétence. Il achète une compétence pour pouvoir en faire quelque chose. Et toi, tu veux vendre ce quelque chose. Au final, tout le monde cherche à s'améliorer. Quand tu recrutes quelqu'un, c'est pour pouvoir t'améliorer, améliorer ta boîte, améliorer ton produit. Donc comment on va construire l'identité A et B? On vient maintenant de voir que vendre l'identité, c'est le niveau le plus puissant. Maintenant, on va rendre ça concret parce qu'une identité A et B mal définie, ça produit des messages qui puent sa mère. Et les messages qui puent vont produire du silence, il va pas te répondre. Et c'est là que les gens bâclent tout le travail. Donc si tu regardes, prends le temps vraiment avant de lancer ta prochaine campagne. La préparation, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Donc prends ton temps sur ces sujets-là, même si c'est un peu chiant, parce que ça va t'aider pour tout dans la vie. L'identité A, c'est le portrait précis de ton prospect aujourd'hui, avant que tu arrives et avant que tu n'interviennes dans sa vie. Précis, ça veut pas dire générique. Il y a besoin d'un dev mobile, c'est pas une identité, c'est juste une description de poste, c'est juste une description de mission, on s'en fiche. L'identité A, c'est qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien, c'est quoi le problème sur la table, c'est quoi les frustrations qui reviennent, c'est quoi les décisions qu'il peut pas faire, parce qu'il n'y a pas les ressources pour le faire, comment il doit trancher, comment est-ce qu'on peut l'aider à trancher, et toutes les conséquences que ça produit sur son activité, et par des clics sur sa vie perso. Donc pour un fondateur de startup qui recherche un dev mobile, l'identité A elle ressemble à ça. Il a une idée qui a été validée par ses premiers utilisateurs, il a déjà levé des fonds ou il commence à faire de l'argent avec ses premiers utilisateurs, et il est coincé entre l'urgence de devoir sortir un produit, mais il est incapable de recruter un profil senior à temps plein avec des contraintes d'early stage. Donc pas forcément un senior qui a travaillé que des grands groupes et qui a budget illimité, il a besoin de quelqu'un sur son contexte très précis. En fait, chaque semaine qui passe sans que son appli soit en prod, c'est de la thune qui fait pas. C'est des investisseurs qui s'impatientent peut-être, et c'est une fenêtre du marché qui se referme, et c'est des concurrents qui vont lui voler l'idée, qui vont aussi continuer. Bon, bref, il n'a pas le choix que de se bouger le cul. Donc ça, c'est une identité A, c'est très spécifique, c'est viscéral, et quand ton prospect il la lit, il a l'impression que tu le connais personnellement, parce que tu le connais en fait. À partir du moment où tu lui vends quelque chose, tu es obligé de savoir éthiquement comment est-ce que tu l'amènes à la prochaine situation, c'est quoi le prochain objectif, tu es quand même censé connaître un minimum la personne avec qui tu travailles. Et l'identité B, c'est ce que le même prospect devient dès qu'il a travaillé avec toi. Et là encore, le problème, c'est pas juste de dire il a son application en prod, on s'en fout de ça. Ça, c'est un résultat. Donc ça, c'est le niveau 2. On veut aller beaucoup plus loin. On veut décrire qu'est-ce qui change dans sa façon de faire, dans sa façon de fonctionner, dans ce qu'il ne pouvait pas faire avant, dans la façon dont il se perçoit, dans la façon dont il se décrit, dans tout ce qu'il fait. Donc le fondateur qui a travaillé avec le bon dev mobile, il se dit plus j'attends d'avoir mon app, il se dit j'ai maintenant un process pour pouvoir passer du concept. Donc dès que j'ai une idée, boum, je peux le foutre en prod en moins de 3 mois. Et j'ai une base technique qui va pouvoir tenir dès que les utilisateurs ils arrivent, sans pour autant faire une machine à gaz qui me coûte extrêmement cher avant que j'ai le moindre utilisateur. Donc là, il a acquis une capacité qui va plus loin du premier projet. C'est vraiment, en fait, une façon de penser, une façon de travailler qui devient vraiment différent. Et la raison pour laquelle cet exercice, elle change tout à ta prospection, c'est très simple. Parce que dès que tu as vraiment identifié les deux formules, chaque message que tu lui envoies, il a une direction claire. Tu arrêtes de lui parler de lui. Enfin, tu parles plus de toi, pardon. Tu lui parles vraiment à lui, à ses problèmes. T'arrêtes en fait de parler de toi-même, de décrire tes compétences, de ta situation en toi. Tu parles de sa situation à lui d'une façon où il se dit mais le mec, on n'a même pas encore travaillé ensemble et en fait il me connaît mieux que je connais mes propres problèmes. Et quand ça arrive, en fait t'es déjà plus dans une logique de concurrence. C'est vraiment je suis dans une logique de est-ce que je travaille avec lui ou je travaille pas avec lui. C'est pas est-ce que je travaille avec lui ou quelqu'un d'autre.
Donc les messages qui convertissent le mieux, c'est pas ceux qui expliquent ce que tu fais, c'est vraiment les situations où la personne a vraiment l'aise de se dire purée, il me connaît par cœur. Une fois qu'on a ça, on va regarder l'arbre de décision logique. Donc c'est la section centrale de cette vidéo. Et c'est celle qui va changer le plus ta façon d'aborder chaque prospect. Donc on va travailler sur un exemple concret avec un dev mobile et on va parcourir l'arbre nœud par nœud. On a un double objectif ici, comprendre la logique en profondeur sur l'exemple de l'arbre logique et être capable de la transposer à n'importe quel profil dans l'IT qui regarderait cette vidéo. Donc le principe de base il est simple, la plupart des freelances ils abordent un prospect avec une question très binaire en tête. Est-ce qu'il y a besoin de mes compétences? Est-ce qu'il y a besoin de ce que je fais? Est-ce qu'il y a besoin du résultat? Si oui, ils prospectent, sinon ils passent à la prochaine personne. Et en fait, c'est ça qui fait que la plupart des gens passent à côté des opportunités, parce que la réalité d'une boîte, d'une entreprise, c'est jamais binaire, c'est pas oui-non. C'est toujours un état complexe avec des dizaines de décisions. Et en fait, chacune de ces décisions, c'est un angle d'entrée potentiel. Et chacune de ces dimensions, c'est un truc où il se bat en mode... En fait, tu peux offrir une appli mobile à tout le monde. Tout le monde va te dire oui, si l'application mobile va générer de l'argent, du marketing, des ressources, peu importe. La question, c'est... Est-ce que c'est vraiment important pour moi actuellement? Est-ce que je peux me poser dessus? Est-ce que j'ai les ressources et tout? Tu vois, c'est jamais binaire. C'est jamais est-ce que j'ai besoin d'une application mobile? Oui, non. Tout le monde en aurait besoin. Si tu le fais gratuitement et que ça demande aucune application de la personne, tout le monde te dira oui. Donc prenons le dev mobile. Premier réflexe quand tu identifies un prospect, c'est de voir si cette entreprise a une appli mobile. Si la réponse est non, la conversation elle s'arrête alors avant même qu'il a commencé. Et c'est là où on va prendre justement la méthode logique qui va diverger de l'approche instinctive. Donc la première question de l'arbre, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il a une application mobile? Mais c'est que le premier nœud. Et quelle que soit la réponse, on continue. L'arbre, il continue. Si la réponse, elle est non, ok, on s'arrête pas. On passe à la question suivante. Pourquoi il n'y a pas eu d'appli mobile jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il en a jamais eu besoin? Est-ce que c'est un projet en cours? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a envisagé mais qu'il a mis de côté parce qu'il n'y avait peut-être pas les ressources, il n'a peut-être pas vu la priorité? Ou est-ce que c'est un angle qu'il n'a jamais exploré jusqu'à maintenant? Et surtout, est-ce qu'il est conscient de ce que l'absence d'une application mobile lui coûte en ce moment? Si un retailer qui fait 80% de ses ventes sur mobile avec un site web non optimisé, un service B2B avec des commerciaux terrain qui n'ont aucun outil pour gérer leurs clients en déplacement, toutes ces entreprises-là, ils ont un besoin réel et mesurable, même s'ils n'ont pas formulé un besoin d'application mobile directement en fait. Donc ton rôle, c'est pas d'attendre que les gens viennent te dire j'ai besoin d'une appli mobile, c'est d'arriver avec tous les chiffres, ta connaissance du marché qui lui explique le problème et comment l'application mobile va pouvoir convertir en fait ce problème vers une solution, vers une nouvelle identité. Et là, s'il a déjà une application mobile, les gens vont se dire bon on arrête, il n'y a plus rien à faire. Moi je suis dev mobile, ils ont une appli mobile, je peux plus rien faire. Mais en fait, tu coupes. Tu coupes vraiment tes prospects en 8 en faisant ça. Pourquoi? Parce que, déjà, est-ce que cette application mobile a des utilisateurs? Est-ce que son appli est déjà en prod? Est-ce qu'elle a zéro traction? Est-ce qu'il a un problème de distribution, de marketing, d'optimisation sur les stores, de positionnement de son produit en fait? Et c'est pas parce qu'il y a une app qu'un développeur mobile peut rien lui apporter, au contraire. C'est précisément parce qu'il y a une app qui performe pas qu'il a besoin de ton aide. Et est-ce que cette application elle convertit? Donc, est-ce qu'il arrive à vendre? Est-ce qu'il arrive à télécharger? Est-ce qu'il arrive à avoir des reviews? Peut-être qu'il a un mauvais onboarding, une navigation de merde, et il a des frictions à l'inscription, ça marche pas. Au paiement, il a des problèmes d'UX, d'architecture, et tout ça, ça a un impact direct et mesurable sur le chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est exactement le périmètre sur lequel tu peux intervenir si tu es bon dans ton métier. Est-ce que l'application est bien déployée sur les stores? Est-ce que l'optimisation du SEO est bon? Et pourtant, tu vois, la plupart des entreprises, elles négligent absolument de rien que ce côté-là. Donc les screenshots, la description, les mots-clés, la gestion des avis, tout ça, ça va conditionner la visibilité de leur application. Et en fait, voilà, c'est ça. Et si tu es capable de lui apporter de la SEO et de lui expliquer les résultats concrets et mesurables, pourquoi il ne ferait pas appel à toi alors qu'il y a déjà une application mobile? Pareil, il a peut-être une appli, mais est-ce que sa base technique, elle tient la route? Ça fait combien de temps qu'elle est en prod? Est-ce que ça fait 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'elle n'a pas eu de refacto? Est-ce qu'elle a eu de la technique? Est-ce qu'elle n'est plus capable de... est-ce qu'il y a beaucoup de bugs? Est-ce que ça ralentit énormément les nouvelles features qu'il essaie d'intégrer? Et ça coûte beaucoup plus cher à maintenir qu'à rebuild ou à migrer. Et ça, c'est un problème que énormément de gens en ont, mais ils n'ont pas forcément le niveau technique ou le vocabulaire pour te le dire. Et ça, tu peux y répondre via un audit, par exemple. Et donc, du coup, tu vois ce qui se passe sur cet arbre. C'est que peut-être que sur 10 prospects qui ont déjà eu une app, il y en a peut-être un ou deux où en fait
t'as pas vraiment d'angle d'entrée où tout va bien. Mais les 8 ou 9 autres, ils ont un problème sur l'un des nœuds, un problème que tu peux être capable d'adresser, de mesurer et de répondre. Et en fait, la plupart des devs mobiles, ils passent à côté de ces 8 prospects parce qu'ils s'arrêtent au premier nœud. Et ça, je t'ai pris un développeur mobile, mais ça marche pour n'importe quel profil dans l'IT. Tu peux regarder un dev back-end, s'il y a des taux de réponse optimaux, s'il y a des quick wins à avoir, s'il y a de la technique. L'expert data, c'est pareil. Pardon, un expert data, c'est pareil. Est-ce que l'entreprise elle connecte bien les données? Est-ce qu'elle les exploite? Est-ce que les dashboards elles sont fiables? Est-ce qu'il y a de l'adoption? Est-ce que les décisions sont data-driven ou c'est encore basé sur de l'intuition? La forme de l'arbre va changer pour chaque profil, mais la logique reste la même. Tu as toujours un état actuel avec beaucoup de dimensions, et chaque dimension, c'est un angle d'entrée potentiel pour construire une mission à besoin avec chaque personne qui va venir te voir. Le prospect qui n'a pas besoin de toi, dis-toi, il n'existe quasiment pas. Il y en a qui existent, mais c'est pas autant que les gens pensent, c'est même pas un dixième des personnes. C'est vraiment, la plupart du temps, vous avez juste pas trouvé le bon moyen, la bonne façon d'appuyer pour lui expliquer les bénéfices de ce que vous faites. Maintenant, on va voir les niveaux de conscience. On a vu comment identifier les angles d'entrée sur n'importe quel prospect grâce à l'arbre de décision, mais ça suffit pas. Avant d'écrire ton premier message, il reste une question à résoudre. Est-ce que ton prospect sait qu'il a un problème ? Et si oui, il en est conscient à quel point? C'est ce qu'on appelle le niveau de conscience et c'est vraiment très sous-estimé. Pourquoi? Parce que deux prospects avec le même objectif, le même problème, ils peuvent être dans des états de conscience radicalement différents. Et du coup, un message qui peut marcher avec une personne va faire fuir l'autre. Donc, il existe 4 niveaux et ils se lisent depuis l'extérieur avec quelques signes précis. Le premier niveau, c'est l'inconscience totale. Donc, il a un problème réel et mesurable, mais il n'en est pas conscient dans son entreprise. Il ne verbalise pas, il ne va pas venir le dire, il ne recherche même pas de solution, et il s'en fout à ce moment-là si tu lui envoies un message qui parle de ta solution et de ce que tu fais, parce qu'il ne pense pas en avoir besoin. Donc peut-être que le mec a déjà une application mobile, mais il y a un taux de rétention qui est catastrophique, mais il n'a jamais regardé cette métrique parce qu'il s'en fout, ou le directeur commercial, donc il y a des outils CRM de merde et tout ça, mais il a toujours fait ça comme ça, donc je dis au final, pourquoi changer? Et si tu parles directement du problème, tu vas créer de la résistance parce que tu vas venir en friction à ce qu'il fait jusqu'à maintenant. En disant qu'il y a un problème, en fait, il va voir ça comme une critique de sa façon de faire. Et toi, tu arrives en mode, non, mais ça marche pas, alors que lui, sa situation a marché depuis 50 ans, tu vois. Donc, l'approche qui fonctionne ici, ça va être de l'amener à lui poser des questions pour qu'il va formuler lui-même un problème ou lui montrer des stats du marché, lui montrer les stats de ses concurrents, peu importe, pour lui faire prendre un autre angle. En fait, tu ne vends pas une solution, tu veux vraiment créer la prise de conscience chez lui. On lui vend rien parce qu'il veut rien acheter pour le moment. Le deuxième niveau, c'est la conscience du problème, mais pas conscient de la solution. Donc, il sait qu'il y a un problème, il sait que ça marche pas, il en parle, ça lui fait chier, mais il ne sait pas qu'il y a une façon de faire, qu'il y a une façon de le résoudre, et il ne sait toujours pas si quelqu'un comme toi peut l'aider à faire ça. Donc c'est l'entreprise qui recrute un dev mobile en CDI depuis 6 mois, mais il n'arrive pas à trouver le bon profil, et c'est peut-être pas qu'un freelance senior, peut-être à temps partiel, pourrait régler le problème extrêmement vite. Et avec ce profil, tu es dans un travail d'éducation. Donc tu arrives avec une solution, tu expliques comment ça existe, tu montres que c'est réaliste, tu t'adaptes bien sûr à son entreprise et ses problématiques. Tu peux parler du problème directement, et il va le comprendre, mais tu dois lui expliquer, justement, tu dois être très pédagogue, tu vas lui expliquer l'approche parce que justement c'est encore tout nouveau pour lui. Il sait pas encore ce à quoi s'attendre, donc il est un peu perdu, donc c'est ton travail de le rassurer, de l'expliquer, de lui montrer la voie. Le troisième, c'est que maintenant, il sait, il connaît ta solution, tu l'as pitché, voilà, tu l'as expliqué et tout, mais il n'a pas d'urgence. Il sait déjà qu'il y a un problème, il sait déjà qu'il y a une solution, mais en fait il se bouge pas le cul. Donc ces gens-là, peut-être qu'ils ont déjà parlé à des freelances, peut-être qu'ils ont commencé un projet, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils sont en mode voilà, ça me fait chier mais pas trop. Ça sert à rien de l'éduquer ou de lui faire une prise de conscience, lui il est déjà informé, il sait déjà tout ça. Ce qui fonctionne ici, c'est la preuve sociale, la comparaison et le coût de l'inaction. Donc lui montrer des cas, et c'est pour ça qu'on en revient à l'identité plutôt que la compétence, c'est lui montrer des cas concrets d'entreprises similaires chez qui tu as amené justement les personnes du niveau A, de l'identité A à B. Donc, comment est-ce que tu as résolu le problème? Qu'est-ce que ça leur produit? Comment ça leur a changé la vie? En fait, lui montrer exactement tout ce qu'il a à perdre, à ne pas se bouger actuellement, et rendre visible parce que chaque mois, ça lui coûte en termes
en termes d'input, quoi, en termes de stats. Quatrième niveau, c'est le plus simple, c'est recherche active. Donc le prospect, il sait qu'il y a un problème, il sait qu'il y a des solutions, et il recherche la meilleure solution pour lui actuellement. C'est le prospect chaud dans le sens où il va répondre à tes messages, il va te demander tes références, il va te poser des questions sur sous combien de temps tu peux le faire, tes tarifs, tout ça. Et ici, ça sert à rien de persuader qui que ce soit. C'est vraiment la rapidité et la crédibilité que tu veux builder. Si tu veux vraiment penser preuve sociale et très vite. Donc tu vas être dans la discussion très rapidement, tu veux répondre à ses questions, tu vas aller creuser, mais tu veux très vite aller montrer que tu comprends son contexte mieux que les autres, mais tu veux très vite aller demander un appel avec lui. Comment on peut lire tous ces signes-là? Comment on sait dans quelle classe la personne se range? C'est très simple, tu peux le voir depuis LinkedIn, depuis la page entreprise de la personne. Si le prospect il publie des contenus sur ses problèmes opérationnels, bon, c'est qu'il y a au moins un niveau 2, c'est qu'il sait qu'il y a un problème. Si un prospect il commande des posts ou il like des posts sur des solutions techniques de tes confrères, c'est probablement au niveau 3. S'il a foutu une offre d'emploi pour aller rechercher un freelance ou un CDI sur sa problématique, c'est qu'il est au niveau 4. Et s'il n'y a aucune activité, aucun message sur ça, c'est probablement du premier niveau. C'est pas forcément le cas, mais on va dire qu'on va être dans un objectif un peu de tatillonner. On va regarder un peu et puis on va essayer de créer de la conscience et on voit comment ça répond face à ça, quoi. Donc un message calibré au niveau de conscience, c'est pas forcément un bon message. Ça peut être un bon message, mais pas envoyé au bon moment, à la mauvaise personne. Donc le niveau de conscience, en fait, ça détermine plus l'ordre dans lequel tu dis, tu vois, et genre quelle intensité. Un mec qui est complètement froid, qui n'a aucune connaissance du problème, tu vas pas le relancer 5 fois par jour, ça a aucune logique. Donc on en arrive au froid, tiède, chaud. Donc on a deux outils, on a l'art de décision qui va analyser les angles d'entrée et les niveaux de conscience. Maintenant on a un troisième, c'est la température du prospect. La température, c'est pas une intuition, c'est une classification rigoureuse qui découle directement des deux outils précédents. Un prospect froid, c'est un qui ne te connaît pas, qui n'a pas de signe d'intérêt pour ce que tu fais pour le moment, et qui est probablement au niveau de conscience 1 ou 2. Il ne te connaît pas, il recherche rien, et toi tu vas lui envoyer un message alors qu'il s'attend à rien. Et là, l'erreur vraiment classique que je vois tout le temps, c'est lui envoyer un message long, détaillé, qui explique ta manière de faire, tes références, ta proposition de valeur, et qui demande quelque chose. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'un prospect froid, l'objectif, c'est pas de convaincre quoi que ce soit. Le mec, il te connaît même pas. C'est juste d'exister. C'est tu passes de je savais pas que cette personne existe à il existe. Donc tu recherches un petit point de contact. On s'en fout qu'il soit très grand ou pas. Tu veux juste que ce soit suffisamment pertinent pour avoir une petite réponse, même si c'est court, même si c'est note, peu importe. Mais on veut un message bref, un prétexte ultra précis et une demande minimale. On lui demande pas un call, s'il vous plaît, arrêtez ça. On ne demande pas un call, on pitche pas ses services. On va juste aller lui poser une petite question sur lui, quoi. S'il reste encore froid après 2-3 tentatives sur plusieurs jours, on force pas, ça sert à rien. On sort proprement, on laisse une porte ouverte et on revient dans quelques semaines ou dans quelques mois et on voit où ça en est et on adapte en fonction, quoi. Prospect tiède, c'est quelqu'un qui présente des signes d'intérêt détectables depuis l'extérieur ou avec qui tu as eu un petit échange auparavant. Donc là, admettons que tu le relances un mois après et qu'il redevient un peu chaud, voilà, on est sur un prospect tiède. Donc il a peut-être liké un de tes posts, son entreprise a fait une offre d'emploi pour un profil comme le tien, il a commenté le contenu de quelqu'un dans ton secteur, oui il a répondu à un de tes messages mais il n'est pas vraiment allé chercher plus loin, quoi. Il est au niveau 2 ou au niveau 3 de conscience, il sait qu'il y a un problème, il commence à chercher des solutions mais il n'y a pas encore de conviction claire sur la façon d'avancer. Donc avec ce profil là tu dois vraiment éduquer et prouver. Donc tes messages, ils peuvent être un peu plus longs ici. Tu veux commencer à partager des ressources, des cas concrets, expliquer les entreprises où tu as travaillé, expliquer ta façon de faire. L'objectif, c'est pas de créer un point de contact ici, mais de construire une relation au final. Et en fait, cette relation, ce qu'on veut faire, c'est on veut te coller une étiquette sur le front, et cette étiquette, on va t'amener à être perçu justement comme la solution naturelle à son problème. Dès qu'il a ce problème, il faut qu'il pense à toi si tu veux. Un prospect chaud, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui te recherche vraiment très activement, qui t'a contacté en premier, qui répond rapidement à tes messages, il te pose des questions, il va aller plus vite, il va aller plus loin. Qui est au 4e niveau de conscience. Avec lui, chaque minute que tu passes à l'éduquer ou à convaincre, ça sert à rien. C'est le seul objectif, c'est que tu veux lui booker un appel très vite et qualifier rapidement le besoin. Et plus tu attends, en fait, plus t'as de chance qu'il va être pris par quelqu'un d'autre ou que son urgence retombe à zéro, en fait. Donc quand les prospects sont très chauds, on a un seul enjeu, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Et ce qui est bien avec tout ça, c'est que c'est dynamique.
C'est un prospect froid. Bah, en fait, quand tu reviens dans 3 semaines, si tu l'as bien approché et qu'il commence à regarder ton contenu, tout ça, parce qu'une fois que tu l'ajoutes dans ton réseau, bah, qu'est-ce qui se passe? Il va regarder ton contenu, il va regarder ton activité, tout ça, donc il commence à se réchauffer. Et pareil, il peut passer du chaud au lendemain. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a eu une réunion avec quelqu'un qui parlait d'une app mobile, ou peut-être il est allé voir justement une des personnes à qui tu as travaillé, tout ça, boum, il s'est dit, ah ouais, moi aussi, il faut que je me bouge maintenant. Et il peut très bien passer du froid à chaud ou du tiède à chaud extrêmement vite en fait. Après, il va falloir justement traquer les transitions et adapter ton approche en temps réel en fonction du niveau de chaleur de la personne. Et c'est justement avec ça qu'un CRM va pouvoir t'aider, on y reviendra. Encore une fois, c'est pas parce qu'un mec est froid qu'il vaut pas la peine d'être contacté. C'est juste, on va devoir adapter l'approche en fonction justement en fonction de sa chaleur. On n'aborde pas quelqu'un qui est très chaud comme quelqu'un qui est très froid. Donc maintenant qu'on a tout ça, on veut construire sa liste. Donc ça veut dire quoi construire sa liste? C'est on a l'arbre de décision pour trouver l'angle d'approche, on a un niveau de conscience pour savoir exactement où on calibre le message, et on a la température pour savoir justement comment est-ce qu'on approche la personne. Donc avant de passer à l'architecture des messages, il faut régler une question pratique. Comment est-ce qu'on trouve les noms des personnes qu'on va aller contacter sur ta liste? Et c'est là où la majorité des freelances, ils vont beaucoup trop vite. Ils ouvrent LinkedIn, soit ils ont le SalesNav ou ils l'ont pas. Ils font une recherche par titre de poste, ils vont ajouter les personnes, et puis ils vont faire une liste de 1000 personnes, et puis ils vont aller prospecter sur 3 mois ces gens-là. Le problème, c'est que ça te crée des listes très larges, peu qualifiées, et tu auras des taux de réponse qui vont te donner envie de pleurer. Donc, la création de la liste, vraiment, c'est tout aussi important que le message en lui-même, parce qu'une liste bien construite va automatiquement réduire le temps et l'effort que tu as besoin pour créer un message pertinent face à la personne. Après tout, comment est-ce que tu peux faire un message très pertinent quand tu envoies un message à quelqu'un et que tu n'es même pas sûr de qui est la personne? C'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de faire de la prospection ciblée. Et donc du coup, on en vient, il y a 2 méthodes de prospection. Première, c'est rechercher par critères, donc définir en amont les caractéristiques, donc secteur, taille d'entreprise, poste d'interlocuteur, zone géographique, stade de maturité. Et plus tu utilises les fils tu utilises les fils de recherche LinkedIn pour générer une liste de profils qui correspondent à ces critères. Et ça, c'est bien parce que ça te permet de couvrir un segment de marché qui recherche à peu près ce que tu veux. Et elle fonctionne bien pour construire un volume de prospects à moyen long terme. Attends une petite seconde. On va boire un petit coup. Donc l'interlocuteur que tu cibles n'est pas forcément le même selon ton positionnement. Donc un freelance qui travaille avec des startups, il va probablement parler au fondateur ou au CTO. Alors que tu vas chercher des mid-market ou des grands groupes, encore une fois, tu n'as quasiment aucune chance d'avoir le CTO en face de toi. Tu vas prospecter Total, tu vas pas avoir un RDV avec le CEO de Total à la fin de la journée. Donc très important parce que tu dois comprendre ton interlocuteur avant de construire ta liste, parce que ça va conditionner tout le reste. Deuxièmement, c'est chercher les signaux. Donc au lieu de rechercher des profils qui correspondent à des critères statiques, tu vas chercher des entreprises ou des individus qui vont émettre des signaux dynamiques qui te montrent qu'ils ont un besoin en ce moment pour toi. Donc il y a plusieurs formes. Offre d'emploi, surtout si ça montre entre guillemets un besoin identifié, s'il y a déjà un budget, s'il y a déjà un temps, c'est parfait. Voilà, et si jamais tu vois que l'offre d'emploi elle est ouverte depuis très longtemps, c'est qu'ils ont très du mal, freelance ça peut être intéressant parce que si tu vois que c'est une opportunité CDI qui n'a pas été couverte depuis très longtemps, en fait ils peuvent aller commencer à aller chercher des freelances. Une levée de fonds par exemple, tu peux regarder via des signaux d'intérêt si est-ce qu'il y a une levée de fonds, parce que ça veut souvent dire qu'il y a une phase de croissance qui va générer énormément de besoins techniques auxquels tu vas pouvoir intervenir. Donc post LinkedIn dirigeant DRH qui va te mentionner une transfo en cours, un chantier ou une difficulté opérationnelle. Et ça, la plupart des gens ne le voient pas. Et ils se disent, c'est du blabla, c'est du baratin. Mais non, en fait, c'est ta porte d'entrée pour aller trouver des missions. L'activité sur leur page d'entreprise, les actus qu'ils publient, les recrutements. Et tout ça, tu peux justement commencer à créer une image de l'état de l'entreprise avant même de le prospecter. Et cette image, elle va te raconter, elle te donne le contexte dont tu as besoin pour justement construire un prétexte d'approche pertinente. Pourquoi est-ce que je viendrais te contacter ? Donc la combinaison des 2 méthodes, c'est vraiment ça qui va te filer les meilleurs résultats. Parce qu'en fait, si tu fais par signaux, tu vas avoir énormément de volume et tu vas pouvoir couvrir pas mal de gens.
par critère, pardon, là où les signaux vont te donner la pertinence, le timing et un moyen ultra naturel de contacter les gens. Encore une fois, si tu as les deux, c'est encore mieux, parce que si tu as quelqu'un qui correspond à tes critères et qui vient de montrer un signal d'intérêt, ton taux de conversion va être fou. Mais sur le volume, la règle est très simple, c'est vaut mieux une liste de 50 prospects bien qualifiés qu'une liste de 500 noms que tu as récolté en 1 heure sans rien faire, quoi. La qualité de ta liste, elle va directement déterminer la qualité de tes messages, parce qu'un message personnalisé et pertinent nécessite que tu saches quelque chose de très précis sur une cible à qui tu l'envoies. Et cette information, tu peux pas l'inventer, tu peux pas la chercher, tu dois la chercher en fait. Et ça va nous amener à l'étape suivante. Ta liste, c'est pas une base de données avec des noms. C'est vraiment une sélection de contextes, de critères que tu as choisi, parce que tu sais que tu peux parler de quelque chose de pertinent sur l'instant T auquel sur l'information qu'ils ont postée à l'instant T. Donc maintenant, le protocole de recherche en amont. Donc on a la liste, on sait qui on va approcher, on sait pourquoi, on sait à quelle température. Il nous reste une étape avant d'ouvrir la discussion. Et c'est ça que la plupart des gens ils sautent, parce que ça n'a pas un impact immédiat. Pourtant, c'est ça qui fait la différence entre un message qui va pas être lu et un message qui va vraiment donner confiance chez ton prospect. Donc c'est quoi le protocole de recherche? C'est un bloc de 5 à 10 minutes, ça peut aller beaucoup plus vite, maintenant en 2-3 minutes si t'es très bon tu peux le faire. Tu le fais une seule fois avant d'envoyer un message. Qu'est-ce que c'est? C'est de trouver un élément de contexte spécifique à cette personne qui va te nourrir ton prétexte d'approche et qui va te permettre d'écrire quelque chose sur le sujet auquel aucun autre freelance pourrait écrire. Go commence par le profil LinkedIn. Est-ce qu'il a un nouveau job? Est-ce qu'il a changé de trajectoire? Est-ce qu'il a changé de poste? Est-ce qu'il a publié du contenu? Si oui, sur quel sujet? Est-ce qu'il a mentionné une difficulté en cours? Hop, on va vraiment aller chercher tout ça. Est-ce qu'il a laissé un commentaire? Et tout ça, c'est public en fait. Tu peux le trouver en 2 minutes. La deuxième chose que c'est très bien, encore une fois, c'est encore la page entreprise. Est-ce qu'il y a des activités récentes? Est-ce qu'il a demandé une annonce de partenariat? Il a lancé un produit, une expansion sur un nouveau marché? Les événements, elles créent du contexte de croissance qui vont générer des besoins techniques et des urgences opérationnelles. Donc une entreprise qui vient d'annoncer, par exemple, qui vient de rajouter des entreprises dans 3 pays, elle a probablement des besoins d'infrastructure, de localisation, de stabilité, de traduction qu'elle n'avait pas 6 mois avant. Et du coup, c'est un angle d'entrée que tu peux utiliser justement pour aller contacter la personne. Et troisièmement, c'est la section emploi. Donc offre active de l'entreprise, ça t'aide à te donner une carte justement des besoins. Donc une entreprise qui recherche un dev, un product manager et un gross manager, c'est probablement une équipe qui est en train de construire autour d'un produit. Donc peut-être une application, peut-être une app mobile, peu importe. Mais elle a un plan, elle a un budget, elle a des délais. Si le recrutement il prend du temps, la pression elle monte. Et le fait d'avoir un freelance qui soit capable d'intervenir vite va devenir de plus en plus attractif. Donc tu arrives avec une lecture de la situation alors que eux n'ont même pas encore eu besoin de parler. Quatrième chose, c'est un peu plus compliqué, mais c'est de regarder l'activité sur des signaux externes. Donc levée de fonds sur Crunchbase, communauté de presse, mention dans les médias sectoriels, tout ce qui est CNews, business, tout ça. Changement de stack détectable des outils. Et ça te donne en fait le pourquoi maintenant. C'est simple parce que j'ai vu que maintenant tu cherches à migrer, hop, tout, voilà, j'ai un contexte ultra naturel pour te parler et c'est ça le prétexte. Le prétexte, c'est juste la raison pourquoi c'est naturel que tu es amené à parler à cette personne-là à ce moment-là, quoi. Et un bon prétexte, il est très simple. C'est impossible de le recycler sur un autre prospect sans modifier le message. Si tu peux copier-coller ton prétexte avec quelqu'un en changeant juste le prénom, c'est pas un prétexte, c'est juste un template. Et les templates, ta cible envoie tous les jours. Donc 5 à 10 minutes de recherche par prospect, c'est ce qui va te permettre d'avoir des conversations ultra qualifiées et ultra quali avec ces gens-là. Donc maintenant, comment on crée un message? Donc on a le prétexte, on connaît le niveau de conscience, on connaît sa température, on a l'angle. Maintenant, on veut transformer tout ça en message qui marche. Et c'est là où justement, si tu as tout bien fait avant, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'un message de prospection, il va se baser sur 3 éléments dans un ordre précis. On commence toujours par le prétexte, on commence par une question, et ensuite, troisièmement, c'est est-ce qu'on crée une relation humaine actuellement? Est-ce qu'on crée une relation avec cette personne-là? En dehors du problème, en dehors du côté technique, est-ce que j'ai envie de travailler avec toi? Et chacun de ces éléments, il a un rôle spécifique et intervertir tout ça ou en ignorer un, si tu le mets dans le mauvais ordre, ça va te faire en sorte que ton message ne marche pas. Donc le prétexte, c'est l'élément qu'on va construire lors du protocole de recherche. Donc c'est la première phase de ton message et c'est le plus important. Elle doit répondre en une ligne à la question implicite que se pose ton prospect en lisant un message de l'inconnu. Pourquoi cette personne m'écrit à moi maintenant?
Si t'as pas de réponse claire à cette question dans ta première phrase, le prospect il ferme ton message avant même de regarder le deuxième ou de continuer quoi que ce soit. Un bon crétex, c'est quelque chose qui est vraiment ancré d'une façon ultra précise. Donc ça peut être un post qui a publié, une actu de son entreprise, une offre d'emploi, un changement de poste. Il montre que tu as vu, que tu as regardé ce qu'il a fait, que tu as fait l'effort de t'intéresser à lui avant de lui écrire, et que ton message c'est pas le 87e message copié-collé dans la semaine. Et ça donne envie de travailler avec toi, ça te donne envie d'aller plus loin. Et la question qui vient ensuite, elle obéit à une règle absolue, et elle doit porter sur lui-même, pas sur toi. Et là, c'est vraiment l'erreur que tous les freelances font, c'est arrêter de... En fait, c'est vous poser une question qui fait style que vous parlez de lui-même, mais vous concentrez vraiment sur ce qu'il peut vous apporter. Est-ce que tu as besoin d'un développeur mobile ? Ça ressemble à une question que tu lui poses, mais la question elle n'est pas centrée sur lui. C'est en fait toi qui fais une question centrée sur toi-même, qui est déguisée en question pour lui, tu vois. Et ton prospect il le sait. Parce qu'il le voit, il le sent que il le sent que tu vois pour toi-même, t'es pas dans une objectif de donner, t'es dans une objectif de prendre, et en plus c'est simulé en mode je te donne quelque chose à la place, donc c'est en mode je te fais la faveur de te donner un développeur mobile, et ça marche pas du tout. Donc toujours aller voir de son côté et pas du nôtre. Donc j'ai vu que vous venez de lancer votre application Android dès maintenant, après 2 ans sur iOS, pourquoi est-ce que tu as fait ça maintenant, au plaisir d'échanger, voilà. Donc c'est une question qui lui permettra de parler de lui, qui montre que tu t'intéresses à son parcours et qui ouvre une conversation où il est à l'aise. Et dis-toi, la vente, c'est quand la personne commence à parler que ça se passe, pas quand toi tu parles. Tu peux pas convaincre quelqu'un en parlant en fait. C'est la personne qui doit s'auto-convaincre avec les bonnes questions que tu lui poses. Ah, la relation humaine. C'est là où il y a le plus à faire. Là, c'est vraiment, c'est tout, c'est vraiment tout en fait. C'est la base de tout. Et c'est là où les profils dans l'IT, ils ont le plus de taf à faire parce que le réflexe, c'est d'aller dans la logique. C'est d'aller droit au but, c'est d'être factuel. C'est t'as besoin de X, je te donne Y, et puis voilà, et on est bon. Et en fait, ça marche très bien dans ton métier, mais dans la prospection, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il t'achète pas, il connaît pas, il achète pas une compétence, il est pas au marché. Et même une compétence, on a plus envie de travailler avec quelqu'un avec qui on aime travailler que juste d'acheter une compétence. Encore une fois, juste travailler avec un développeur React parce qu'il connaît React, c'est ok, mais t'as quand même envie qu'il soit bon, t'as quand même envie de t'amuser avec lui, t'as envie d'aller plus loin, t'as envie de voir comment il va s'intégrer dans l'entreprise. Si t'envoyais juste des cahiers des charges, bon bah on n'a pas envie de travailler avec toi. Alors qu'un message qui montre de la curiosité pour ce que tu fais, qui a parlé de ton contexte, qui a montré de l'empathie, qui laisse transparaître une personnalité réelle, qui va créer quelque chose de différent, bah c'est vraiment ça qu'on veut voir, tu vois. C'est la relation, elle va se créer dans les détails. C'est pourquoi tu as choisi un mot plutôt qu'un autre. C'est c'est une petite anecdote, tu vois, auquel le mec s'attendait pas parce que tu as vu une de ses vidéos YouTube, tu as vu un de ses trucs, tu as vu une petite anecdote sur une news de son secteur. Et une question qui a marqué vraiment quelque chose en mode j'ai vu que t'as fait ça, tu vois, je l'ai vu que t'as fait, il doit y avoir une bonne raison, pourquoi est-ce que t'as fait ça, tu vois, sans vraiment rentrer dans le côté je te prends en otage forcément, mais donc pareil, c'est quoi un bon message? Plus la personne est froide, plus tu dois faire court en fait. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, il a une attention qui est très courte, il va pas te répondre. Et c'est vu comme une pression généralement quand on envoie des gros messages à des gens froids à répondre de manière détaillée. Parce que pourquoi ? Si te balance une réponse ok ou un truc très cru sur un long message que tu as fait, inconsciemment tu vas dire oh putain ouais mais c'est chiant. Et en faisant un long message, tu vas forcer la personne à te donner une longue réponse alors qu'elle sait même pas encore l'intérêt de venir te parler. Donc en fait, on doit toujours vendre la première étape. Le premier message, c'est quoi ? C'est venir vendre l'intérêt de venir te parler. C'est pas venir vendre ton offre. Un message tiède, tu peux faire des messages quand même beaucoup plus longs parce qu'il y a déjà un contexte, tu peux montrer des ressources, tu peux montrer des choses. Et par contre, ce qu'on fait jamais dans un premier message, peu importe la température, tu balances pas ton TJM, tu balances pas tes dispos, tu balances pas le fait que tu es dispo en télétravail, tu balances pas ton portfolio, ton profil mail, tes références clients, tu demandes pas un call, c'est bien plus tard, c'est dès que la personne a entamé, qui a un intérêt, que tu veux justement les mettre. Les mettre en premier, c'est vraiment aller voir une fille et dire tu veux coucher avec moi avant même d'avoir fait une première soirée ensemble, quoi. Tu grilles toutes les étapes et les gens vont voir ça vraiment comme une intrusion, comme
comme un truc en mode ouais ok allez t'es là pour me vendre ta merde, allez casse-toi. Plutôt que vraiment venir chercher un objectif de conversation. Trouver le bon prétexte, c'est 80% du travail. Si t'as un bon prétexte, le reste de ton message il peut puer la merde. Les gens vont quand même répondre parce qu'ils vont se sentir ils vont se sentir, ils veulent travailler avec toi, ils veulent du moins en savoir plus sur ce que tu fais. Un message ancré dans quelque chose qui vive de réel et très spécifique, t'as pas besoin d'avoir un message de fou pour que ça confiance, pour que ça fonctionne, t'as juste besoin que ce soit honnête. 2 obstacles. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Donc t'as créé ta liste, t'as fait ta recherche, t'as identifié l'angle, t'as calibré le message, bon niveau de conscience et tu l'as envoyé, maintenant il se passe rien. Donc qu'est-ce que tu dis? Bon bah j'abandonne. Il m'a foutu un silence, allez je vais pas forcer. Voilà, il est pas intéressé, allez oust. Sauf que c'est une erreur et c'est très bête parce que imagine toutes les personnes que tu aurais pu relancer, que tu aurais pu convertir si tu allé plus loin. Parce qu'encore une fois, il existe 2 obstacles pour l'amener d'identité A à B. C'est les silences et les objections qu'il va te mettre. Et les 2 obstacles là, c'est des mécaniques complètement différentes et il va falloir répondre de la façon différente. Un silence d'abord. Un prospect qui répond pas à ton premier message, ça veut pas dire qu'il t'a rejeté, ça veut pas dire qu'il veut pas de toi, qu'il pense que t'es moche, qu'il s'en fout. Non, c'est pas une raison émotionnelle, c'est il t'a ignoré, qui est très différent. L'ignorance, ça peut être une question de timing, d'attention, de priorité. Peut-être qu'il a pensé que ton message était intéressant, mais juste pas plus intéressant que les 88 autres tâches qu'il avait à faire jusqu'à maintenant. Peut-être que tu lui as envoyé un message et qu'il a regardé 2 minutes avant d'entrer dans un meeting. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs, pour l'anecdote. Les gens m'envoient des messages, je les regarde, 2 minutes après j'ai eu un meeting. Qu'est-ce que je fais? Je réponds pas à la personne. Ça veut pas dire que je le déteste. Ça veut peut-être dire, encore une fois, il y a beaucoup de prospects poissons rouges comme moi. J'ai lu le message une fois, j'ai oublié de répondre, dans ma tête j'ai déjà répondu. Et donc du coup si tu t'arrêtes, t'existes plus. Alors que c'est dommage, ça veut pas dire que j'étais pas intéressé. Donc ton message il est arrivé à un matin de rush, un vendredi après-midi, voilà, où il voulait juste avoir son week-end, il s'en fout. Ou pendant une semaine où il gérait une crise en interne dans le groupe. Il a vu le message, il n'a pas eu le temps de répondre, il a pensé à le faire plus tard, il l'a oublié. Voilà. C'est ça vraiment le scénario le plus courant et de très loin. Et la réponse à ce scénario, c'est pas d'envoyer un message pour savoir s'il a bien reçu, parce que ça fait qu'ajouter du caca au-dessus de ta réponse, on s'en fout. Donc nous, on veut une relance qui va apporter quelque chose en plus de ce qu'on a dit. Donc la règle, s'il vous plaît, très important cette section, la règle d'une relance, c'est ça. Chaque message envoyé après le premier doit apporter quelque chose de supplémentaire ou s'appuyer sur un nouveau prétexte de relance. Une relance qui apporte de la valeur, ça peut venir de la forme d'un article sur pertinent, ça peut être une étude de cas que tu as fait sur un prospect très similaire, ça peut être quelque chose sur son secteur ou sa problématique, ça peut être un chiffre que tu as eu, ça peut être un benchmark, ça peut être des migrations, ça peut être peu importe, mais ça va venir quelque chose qui va lui ajouter quelque chose en plus, soit dans sa prise de conscience, soit sur le fait de résoudre ce problème, soit sur le coût de l'inaction, peu importe, mais tu lui ajoutes quelque chose en plus qu'il n'avait pas avant ton message. Une relance basée sur un nouveau prétexte de contact, ça vient quelque chose là-dessus. Moi j'en ai souvent des gens qui viennent me dire en mode j'étais aux eaux de Beauvais, j'ai vu un capybara, du coup j'ai pensé à toi. Ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai des gens en appel, ils m'ont dit écoute, en fait j'étais au zoo avec ma fille et puis j'ai vu un capybara, le gros rongeur, j'ai pensé à toi, du coup je suis venu le voir. Et ça c'est un prétexte de contexte. Donc dès que la personne fait entre guillemets quelque chose que tu vas pouvoir appuyer, donc dès qu'il utilise un nouveau poste par exemple, cette entreprise a fait une annonce, un événement sectoriel, voilà, j'ai vu que tu viens de faire X, félicitations, ça change probablement des choses, est-ce que tu as eu le temps d'avancer sur le sujet? C'est pas une relance, c'est juste en fait tu crées en fait une nouvelle conversation et tu glisses vers un nouveau terrain ou pour revenir au prochain en fait. C'est ça qui génère des réponses. Alors que si tu envoies juste je voulais savoir où t'en es, je voulais savoir si t'as eu le temps de lire mon message. 3 points d'interrogation, le squelette qui est mort, Mr Beans qui attend. Ça sert à rien. Ça apporte rien. Sur les cadences, 2-3 relances espacées de 1 à 2 semaines, c'est un rythme raisonnable. S'il arrête, on va pas aller chercher plus loin, on va pas non plus envoyer 18 messages. Sur du prospect franc en tout cas. Je veux pas encombrer ta boîte avec des messages si ça qui n'ont pas, c'est un peu truc. Si ça a pas de sens pour toi actuellement, si le sujet redevient d'actualité dans ton entreprise, reviens vers moi quoi. C'est cool. Les gens voient que tu respectes ton temps, tu respectes le temps des autres personnes. Tu expliques encore une fois que c'est lié à des enjeux de priorité, que si le projet redevient de priorité, il peut revenir vers toi. Et
Beaucoup de prospects, quand ils voient ce respect justement et que tu es capable de rester dans leur tête et qu'ils ont vu que tu gardes un peu d'estime de toi-même, ils vont venir te recontacter dans quelques semaines ou dans quelques mois, quoi. Le deuxième message, c'est une objection. Et là, les gens voient des objections comme des mauvaises nouvelles. Une objection, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il a lu ce que tu as dit, il a déjà réfléchi et il a déjà eu le temps de formuler une raison de ne pas avancer pour le moment. Une objection, c'est pas un refus. En fait, c'est une demande d'information supplémentaire qui est déguisée en tant que frein parce qu'il ne veut pas passer à l'action avec toi actuellement. Donc, les 3 objectifs courants, c'est j'ai déjà quelqu'un pour ça, j'ai déjà un développeur mobile, j'ai déjà X et Y. Et ici, tu veux pas rentrer dans une logique de confrontation en mode ouais, mais moi je suis mieux que lui, ouais, mais lui il est nul, blablabla, parce que t'en sais rien. Tu le connais même pas. Tu connais même pas la personne. Et le prospect, il le sait que tu es en train de le bullshit. Donc en fait, c'est ok, ça se passe bien. Et ici, c'est très bien de prendre un truc où tu vas grossir là-dessus. Ok, donc j'imagine que ça se passe extrêmement bien et qu'actuellement, il n'y a plus aucun problème dans l'entreprise depuis l'arrivée du développeur. Ah non, c'est vrai qu'il y a peut-être X, Y, Z à aller corriger. Ok, et du coup tu appuies sur le X, Y, Z, tu regardes, ok, tac, et est-ce qu'actuellement, est-ce que tu penses que ton développeur mobile est la meilleure personne pour résoudre ce problème ? Ah je sais pas, parce que ça fait 3-4 mois qu'il dit qu'il va aller sur le projet, il avance pas, tout ça, ok. Et après, tu te positionnes en tant que solution au problème, tu vois, mais juste sur l'angle que tu as réussi à créer. Tu veux pas déloger la personne, en fait, tu veux pas déloger ton concurrent, ça sert à rien. Tu cherches à comprendre s'il y a des dimensions où la personne en place n'est pas au top, et où tu pourrais aller boucher les trous, en fait. Ou de rester présent dans la situation de l'esprit ou quand tu sais que la situation changera. Si tu sais que le mec est merdique mais que il veut pas virer son développeur mobile qui est merdique, tu restes et tu vas faire une relance dans 3 mois, 6 mois et tu regardes si la boîte a coulé. Et tu vois, la plupart du temps, les gens vont venir en urgence en mode putain, c'est la merde, est-ce que tu peux venir justement faire le pompier et tout réparer chez nous ? Si c'est pas le bon moment et rappelle-moi dans 6 mois, c'est pas forcément la même chose, même si c'est une objection de timing, mais ça veut dire 2 choses différentes. Soit le besoin il n'est pas vraiment là, et ça peut arriver, encore une fois, c'est pour ça que ça vaut de bien les creuser. Soit c'est une façon polie de dire non parce qu'ils n'ont pas les couilles de le faire. Et le meilleur moyen de distinguer les deux, c'est de poser une question sur ce qui sont dans 6 mois, ok. Et pourquoi ça serait mieux dans 6 mois ? Si tu as une vraie réponse logique, encore une fois, il faut faire attention parce que la plupart du temps c'est émotionnel déguisé sous logique, mais relance-le dans 6 mois. Si la réponse elle est vague, que tu sais pas trop où ça en est, en fait ce que tu fais c'est soit tu le confrontes, soit tu te casses. On n'a pas le budget, l'objection qui cache quelque chose, la plupart du temps c'est juste que la valeur perçue n'existe pas. Pourquoi ? Parce que généralement t'as même pas donné de prix. T'as même pas donné de prix qu'on va te lâcher, j'ai pas le budget. Ok, mon application elle coûte 5 euros. Ah bizarrement j'ai le budget, ok. Donc on s'en fout la plupart du temps, à part si vraiment t'as déjà pitché le prix et tout, mais on s'en fout là, on n'est pas là, on est dans la prospection. Le but c'est pas de descendre ton TJM parce que c'est une question de valeur perçue. Et plus tu baisses ton TJM et plus ta valeur perçue va aussi baisser parce qu'il va se dire ok il aurait pu descendre depuis le début, il le fait que maintenant. Donc la réponse c'est de mieux comprendre le problème et d'appuyer sur le coût de l'inaction comme on l'a vu jusqu'avant. Pardon. Est-ce que tu sais actuellement ce que ça coûte de ne pas avoir réglé ce problème ? Voilà, mais faut pas hésiter à rentrer dans l'inconfortable si c'est pour le bien de la personne. Ça permet justement de recadrer la conversion sur de la valeur plutôt que le prix et de voir ça comme un investissement. Une objection bien traitée, ça va te construire énormément de confiance justement. Faut pas voir ça comme des mauvaises choses. Le prospect, il vient pour te challenger. Et si tu réponds bien, son niveau de confiance il va exploser. Il faut voir ça comme des mini-tests et dès que tu réussis le test, boum, ton niveau de confiance envers la personne est bien plus élevé. Donc maintenant qu'on a tout ce tralala, le seul problème c'est que tu sais pas où le prospect en est dans ton pipeline. Quand tu commences à avoir pas mal de prospects, tu sais pas où les gens ils en sont. Et si t'as pas d'outils pour traquer ça, tu vas vraiment oublier la moitié, même 70-80% des gens avec qui t'as parlé. Et du coup, ça marche pas. Pas parce que ça fonctionne pas, mais parce que t'as pas pu relancer. Et parce que t'as perdu le fil. Le mec, il te dit recontacte-moi en août, t'as oublié. Donc un CRM, c'est pas juste pour les grands groupes et les commerciaux qui sont là pour blinder les gens toute la journée. C'est vraiment quelque chose où tu vas savoir qu'à chaque instant où tu as contacté, tu sais quand, tu sais quel prétexte à utiliser, tu sais c'est quoi son problème, est-ce qu'il a répondu et quand tu dois revenir vers lui. Tu peux le faire avec LinkedIn, mais c'est pas ouf. Parce que la messagerie LinkedIn n'est pas faite pour ça et ça te force à retrouver les conversations manuellement. L'idée, c'est d'avoir un outil dédié qui te permet de voir ton pipeline d'un coup d'œil et de jamais laisser un prospect dans la nature et vraiment d'appliquer en fait ce que tu devais faire avant.
Tu as besoin de 5 colonnes, peut-être plus, je vais voir après. Liste de prospects, donc ceux que tu as qualifiés, ceux que tu as envoyé des recherches, ceux que tu n'as pas encore écrit. Deuxièmement, est-ce que tu as déjà envoyé un premier contact, quelle date, le prétexte. Ensuite, est-ce que tu l'as déjà relancé, est-ce qu'il a déjà répondu, il en est où dans ta séquence de suivi. Ensuite, c'est la conversation active, donc ceux qui tu as échangé, où est-ce que tu en es avec eux. Et cinquièmement, c'est les gens où tu as déjà un call de planifié. Et tout ça, ça te permet de voir une vision en temps réel de la personne. Et hop, tu vois que si la personne est en premier contact depuis 2 semaines et que tu n'as rien fait, bah, c'est que tu l'as pas assez prospecté et que bah, ça marche pas. Si tu vois que ta colonne relance en cours est saturée de prospects et qu'ils répondent pas, bah, tu as un problème de ciblage, tu as un problème de message. Si tu vois que ta colonne conversation en cours à l'avance vers des rendez-vous où ça stagne, bah, ça veut dire que tu n'as peut-être pas assez d'engagement ou tu n'as peut-être pas assez de niveau de conscience chez la cible. Donc une routine hebdomadaire, elle marche quand elle est vraiment traitée comme un bloc de temps fixe et non négociable, et pas comme une activité qu'on fait à l'arrache quand on a le temps, en envoyant 3 messages et sans suivi. Parce que quand on a le temps, on n'a jamais le temps. Voilà, c'est valable pour tout dans la vie. Quand t'as le temps, t'as pas le temps. Donc un bloc de 2 à 3 heures suffisent à maintenir vraiment ton pipeline vraiment très actif. Si le travail de recherche et de personnalisation est bien fait. Et ce bloc il se découpe en 3 temps. Donc on va regarder le pipeline pour identifier qui doit avancer où. On va rédiger les messages et on va aller envoyer les nouveaux messages sur les nouveaux prospects. Et relancer ensuite les vieux. Ensuite, quel CRM utiliser? T'en as plein, donc t'en as des gratuits, t'as Notion, t'as Google Sheet, t'as tout ça, t'en as qui sont payants, qui sont un peu mieux comme Folk et tout. La seule différence c'est que t'en as beaucoup qui sont quasi automatisés et d'autres que tu vas devoir faire à la main si tu prends la version gratuite. Peu importe lequel tu fais, tant que t'as quelque chose de visible et qui marche, c'est ok. Voilà, et si tu regardes pas ton CRM, bah, il n'existe pas. Volume et métrique, on a besoin de quel type de volume? Alors, c'est très différent, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais on va regarder un peu. Donc, premièrement, pour savoir quel type de volume tu as besoin, on va regarder les 2 méthodes de prospection. Donc, la prospection ciblée, c'est celle qu'on a construite tout au long de la vidéo. Donc, on va faire une recherche très approfondie, on va faire un prétexte perso, on va mettre un message qui est calibré au niveau de conscience et à la température de la personne, on va les relancer avec de la valeur. C'est assez exigeant en temps, parce que tu as besoin d'envoyer des messages très ciblés, mais tu as des taux de réponse qui sont beaucoup plus élevés. Voilà, et si tu peux t'attendre à avoir un RDV tous les 50 conversations, je dirais. Ça peut aller beaucoup plus vite, mais pour la plupart des gens, ça me paraît être le plus cohérent. 2% de taux de conversion sur chaque prospect à la main, c'est ok dans des enjeux de mission longue. C'est plus long que ce que la plupart des gens y pensent, mais ça reste quand même ok. Hein. Deuxièmement, c'est la prospection sur le volume. Donc quand tu n'envoies pas des messages perso, tu fais de l'automatisation et tu compenses en fait le faible taux de réponse par un nombre de contacts. Ici, je dirais il faut à peu près 500 conversations pour pouvoir booker des appels comme ça. Mais on va dire le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir envoyer des messages beaucoup plus rapidement, même si ça fait quand même en sorte que tu es quand même limité par LinkedIn sur le nombre de messages que tu envoies. Donc c'est pas non plus le top. Mais sur un volume brut de contact et un marché large avec un positionnement généraliste, ça peut marcher. Le problème principal de la stratégie où tu fais du volume avec influence IT dans senior, c'est que ça rentre en contradiction avec ce qu'on a vu. C'est que tu peux pas vendre une identité, une transformation pour un contexte précis avec un ciblage généraliste. Donc un message volume, il va rarement vendre autre chose qu'une compétence et ça nous revient au niveau 1 du framework et au niveau 1, tu vas te battre sur des prix et des missions qui seront pas off-market. Donc comment choisir entre les deux? Ça va dépendre de ton positionnement, de la taille de ton marché. Si tu es très spécialisé, tu es déjà restreint, donc en fait fais une prospection ciblée, c'est ok. Si tu es juste développeur React et que tu sais pas ce que tu fais, va sur du large, parce que bon, dans tous les cas, tu sais même pas encore à qui tu t'adresses, donc tu n'as pas d'autre choix. Métrique à suivre, oui, taux de réponse, très important, minimum 10 à 20 si possible sur du ciblé. Non, sur du ciblé, on va aller beaucoup plus, on va aller sur 20 à 40. Le taux de conversion en réponse active, oui, c'est si combien de personnes t'arrivent justement à tenir la conversation, et le taux de conversion vers des RDV qualifiés. Ensuite tu regardes, tu vois s'il y a un ratio qui est extrêmement bas et tu peux regarder où est-ce qu'il y a le trou dans ton seau et tu peux corriger. Donc les chiffres ne mentent pas et ne jugent pas, ils t'indiquent juste où est-ce que ça va pas et qu'est-ce que tu as besoin justement pour pouvoir t'améliorer. Donc qualifier et closer. Donc on arrive à la dernière étape du tunnel et c'est là où la plupart des gens pensent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont décroché un appel. C'est une erreur, pourquoi? Parce que
Un RDV que tu as eu via de la prospection ne se déroule pas du tout de la même manière qu'un RDV que tu aurais pu avoir via Malte ou des plateformes. Donc un call mal préparé avec un prospect chaud, c'est une opportunité de gâcher, et une opportunité, ça te coûte très cher en prospection parce que tu as investi plusieurs semaines pour en arriver là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as bien fait le travail en amont, énormément de la qualification est déjà faite, énormément de la confiance est déjà créée, et en fait, en appuyant déjà sur ce que tu as vu et sur ce qu'il va vouloir faire par la suite, tu arrives à avoir des appels beaucoup plus quali et beaucoup mieux. Donc toujours voir en 4 points le budget. T'es pas forcément obligé d'avoir son compte en banque à la lettre, mais tu vas savoir si quand même il avait prévu 100 € ou 100 000 € pour l'appli mobile, quoi. S'il n'y a pas de budget alloué et qu'il va découvrir tes tarifs, ça va probablement bien plus lui piquer, alors que tu peux lui montrer des moyennes déjà avant ou des choses là-dessus. Le besoin ensuite, donc dans la forme business, c'est quoi le problème, depuis combien de temps il existe, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, pourquoi c'est pas fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, ça va lui prendre combien de temps, et tu arrives avec une compréhension très fine et tu peux montrer quelque chose de précis au niveau de l'offre plutôt que de juste donner un TJM. Comme ça ne veut pas dire que tu dois forcément vendre du forfait, mais juste on va lui vendre un TJM adapté en fonction, en disant voilà, tiens, telle feature ça devrait prendre X temps, et tu fais des petites estimations pour l'aider à se projeter. Et vous créez l'offre ensemble, c'est très important. Voilà, l'urgence, est-ce que le mec il a juste vu une idée sur ChatGPT et il se dit voilà, je veux juste voir, est-ce que le mec il veut lancer un projet dans 6 mois ou est-ce qu'il veut lancer pour demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui crée une urgence en fait pour le fait de lancer son projet, ou est-ce que c'est vraiment un projet coup de cœur et il s'en fout. Ça va changer énormément la dynamique, comment tu attaques la chose. Et les décisionnaires, est-ce que ton interlocuteur en face il peut signer tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées? Si les autres personnes elles doivent valider, c'est qui? Est-ce qu'elles peuvent être présentes sur le call? C'est quoi leur objection? Tu l'aides ou tu vas présenter ta proposition à quelqu'un, et lui il va devoir le revendre sans toi. Et en fait du coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc soit tu mets les deux dans l'appel, ou soit tu donnes tous les arguments à la personne en face pour venir convaincre la personne qui doit convaincre. Le call lui-même, on s'en fiche pas forcément 20 minutes, même si le premier c'est bien que ça aille assez court et que le deuxième vous allez beaucoup plus long. Valider ce que vous avez approfondi en amont, confirmer le besoin, affiner les contraintes, comprendre ce qui a été essayé, ce qui n'a pas marché. Deuxième objectif, ça va être de montrer ta façon de faire à toi et de proposer un quick win. Donc t'es pas forcément obligé de vendre ta mission sur 6 mois. Hein. Tu peux vendre un audit, une semaine de cadrage, une intervention, quelque chose qui fait donner en fait vraiment un bénéfice très rapide à la personne, et une fois qu'on a ça, en fait tu peux justement aller vendre ta deuxième presta plus tard, et ça te permet de bypass énormément de choses pour faire en sorte que vous commencez à travailler au plus vite et sécuriser ton prospect. Ensuite tu viens, voilà, tu signes, boum, et c'est ce que ça coûte, voilà. Tu peux demander un acompte, tu peux faire quoi que tu veux à ce moment-là. Donc le closing, c'est pas un moment où tu vas vraiment persuader les gens, c'est juste la conséquence naturelle en prospection de tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Et donc pour conclure tout ça, donc on a vraiment couvert toute l'intégralité ici du système, donc de A à Z. Donc dès ce que tu vends jusqu'à la fermeture, et ce que tu as en main jusqu'à maintenant, c'est une méthode que tu vas pouvoir utiliser toi-même cette semaine pour trouver tes propres missions. Comme ça, tu n'es pas obligé de t'embêter et attendre 25 ans en disant ouais mais il faut que tout soit parfait, faut blablabla. Non, tu peux aller dire et tu te dis j'envoie mes messages et voilà. Et rappelle-toi, la seule chose qui sépare un freelance qui subit ces intercontrats, ces transitions de celui à qui il choisit, c'est d'avoir réussi à commencer justement à construire ce réseau avant même qu'il en ait besoin. Et si tu as besoin qu'on regarde ensemble où est-ce que tu en as actuellement, ton système, ce qui tient, tout ça, tu peux regarder juste en dessous dans la description. Moi ou un membre de ton équipe, on va prendre un appel et on va regarder ce que tu as fait dans le premier, on va réserver un premier appel pour regarder tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et on va voir justement comment on peut t'accompagner là-dessus et qu'est-ce qu'on peut corriger pour faire en sorte que tu aies beaucoup plus de résultats actuellement et que tu trouves ta prochaine mission et que tu mettes en place un système pour ne pas avoir à subir d'intercontrat. Allez, ciao.